Bonjour et bienvenue au Webtech SCS sur la e-santé, où on va traiter aujourd'hui des barrières réglementaires sur le marché français, un enjeu de compliance by design. Merci de patienter quelques secondes, le temps que les participants se connectent. Bonjour et bienvenue au Webtech SCS sur les barrières réglementaires pour le marché français. On va traiter aujourd'hui d'un sujet un peu plus original que les Webtech SCS classiques que l'on fait une fois par mois. On va parler, donc c'est vrai que ce Webtech s'adresse particulièrement, on va dire, aux concepteurs, aux développeurs de nouvelles solutions, de nouveaux dispositifs médicaux donc pour la santé. Et on a la chance d'avoir 4 experts aujourd'hui qui vont nous apporter un éclairage sur 2 barrières pour l'accès au marché de la santé, 2 barrières, on va dire, facultatives, mais on va voir combien elles sont importantes. D'abord, la barrière du remboursement et puis ensuite la barrière du référencement dans le catalogue de Mon Espace Santé. Alors, un petit aperçu donc sur le programme. Donc je rappelle que les caméras sont fermées, les micros aussi, et que vous êtes invités à poser des questions dans le module questions qui se trouve dans votre menu gris GoToWebinar. Et bien sûr, il y aura un questionnaire juste à la fin de ce webinar et vous êtes invités à le remplir, bien entendu. Et la session est enregistrée, elle sera disponible en replay début de semaine prochaine. Alors voici un agenda, voici un aperçu de ce qui nous attend pour l'heure qui vient. Donc d'abord effectivement un retour sur la journée santé qu'organise SCS en octobre 2021. C'était en octobre dernier, là où on a rencontré effectivement Éléonore du cabinet d'avocats qui va intervenir tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous souhaitez avoir un aperçu sur cette journée. Ce sont des journées qu'on appelle des rencontres marché. L'objectif est de faire rencontrer, d'organiser un espace d'échange entre des acteurs clés d'un marché donné, et la santé est un des marchés cibles pour la stratégie SCS, on va le voir aussi dans la slide suivante, avec des offreurs de solutions innovantes donc qui composent principalement l'écosystème SCS. Le but est de démocratiser, d'expliquer quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, quelles sont la complexité et les barrières d'accès à un marché donné. Et la rencontre d'octobre dernier était sur la santé. Alors, je vais vous envoyer le lien pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on y a traité. Il y avait différents speakers. Il y avait beaucoup de médecins, ça c'était très intéressant, beaucoup de chirurgiens également, avec une forte appétence à l'innovation. Et ça a permis effectivement encore une fois, de mieux faire comprendre le marché de la santé aux offreurs de solutions innovantes et d'appréhender et de comprendre également comment ces offreurs de solutions innovantes et de technologies numériques pouvaient résoudre les problèmes de ces acteurs santé, notamment des chirurgiens. Ensuite, donc, on aura un aspect, donc les aspects réglementaires, un focus sur les aspects réglementaires avec le cabinet donc CDHC qui nous expliquera comment se positionnent les dispositifs médicaux de e-santé face donc aux problématiques de réglementaire et au remboursement et pourquoi c'est si important d'avoir une stratégie sur cette partie remboursement. Et enfin, avec le cabinet d'avocats, dont je ne me souviens plus le nom, je vais regarder. Constellation, voilà. Et on verra l'autre barrière, donc sur le référencement, sur le store de Mon Espace Santé. Alors déjà, on expliquera également c'est quoi Mon Espace Santé, pourquoi c'est si important, de se référencer, quels sont les critères de référencement et l'impact de cette stratégie réglementaire contraignante, mais avec de fortes conséquences. Et bien sûr, la session questions-réponses qui est attendue. Donc voilà, je le disais, SCS est un écosystème de 320 membres, principalement autour des technologies numériques que vous voyez ici, microélectronique, sécurité numérique, on va en parler aujourd'hui, IoT, objets connectés et tout ce qui est traitement de données, intelligence artificielle, big data, ciblant 5 marchés cibles, principalement, et bien sûr qu'il y a d'autres marchés qui sont concernés. Et aujourd'hui, on va parler de e-santé, e-santé bien-être, mais surtout de e-santé. Voilà, nos experts, ils sont là, ils sont 4. Donc, Éléonore Scaramozzino, j'espère que je prononce correctement, avocat partenaire chez Constellation Avocats.
Christelle Doen, présidente de CD Health Tech Consulting, donc experte en stratégie Market Access, et c'est très utile effectivement pour justement tous les offreurs de solutions et de technologies numériques pour les dispositifs médicaux qui veulent pénétrer ce marché de la santé. Héloïse Girardet, donc ingénieure biomédicale spécialisée en affaires cliniques et réglementaires, toujours chez CDHC. Et puis Kenzie Daly, pharmacien. Donc ces trois speakers sont réunis, vous devriez les voir normalement. Moi, je ne vous vois pas encore, mais vous devriez les voir sur votre caméra. Voilà, un petit rappel aussi sur les publications qui peuvent vous être utiles. On va parler de Security by Design et justement, SCS fait des travaux, des publications qui peuvent vous être utiles sur la sécurité numérique. Si vous voulez concevoir effectivement des solutions ou des dispositifs médicaux, c'est le moment effectivement d'intégrer toutes ces technologies de sécurité numérique. Et voilà, on a fait quelques publications qui sont disponibles en téléchargement. Vous le voyez sur le lien que j'ai mis en bas à droite. Vous pouvez avoir accès effectivement à une cartographie très fine sur quel laboratoire, mais aussi quelle équipe de recherche travaille sur le domaine de la sécurité numérique, sur le domaine de la cybersécurité, sur quoi ça peut être utile pour justement collaborer, monter des projets ou tout simplement booster votre innovation pour votre dispositif médical dans la santé. Voilà, je vais passer la parole à Christelle. Oui, bonjour. Parfait. Très bien. Bonjour à tous. Oui. Donc voilà. Bon, CDHC, du coup, c'est un cabinet spécialisé effectivement en stratégie market access ou accès au marché en français, mais le terme market access en anglais parce que ça vient du monde anglo-saxon les plus connus. Des dispositifs médicaux innovants et DM numériques, puisque la plupart des solutions numériques entrent rapidement dans le champ du dispositif médical, comme on le verra. Et effectivement, le remboursement, parce que le market access, c'est vraiment l'objectif qui vise au remboursement. Alors, et ce qui amène au remboursement, ce sont aussi les affaires publiques qui accompagnent en fait cet objectif. Donc voilà, nous sommes spécialisés là-dedans. Donc bon, le sujet. Alors, présentation de CDHC, en fait, voilà, c'est une équipe. Donc vous voyez aujourd'hui Kenzie qui est pharmacien, Héloïse qui est ingénieure biomédicale. Mais il y a aussi Marc qui collabore avec le cabinet, voilà, qui est expert en orientation clinique, et Céline, en fait, qui est plus sur le business développement et les relations internationales. Voilà. Et quant à moi, plus sur le remboursement, sachant que j'ai passé une partie de ma carrière, en fait, au sein de l'assurance maladie, le payeur, donc ça aide à bien comprendre les enjeux d'obtention du remboursement. Alors, ce qu'on cherche à aborder aujourd'hui, en fait, c'est à vous montrer en fait des aspects importants en fait qu'il faut comprendre. Oh là là, c'est hyper sensible. Excusez-moi, mais les enjeux importants pour comprendre comment accéder au marché en fait et développer vraiment son business pour une solution numérique en santé. Donc, on va essayer de vous aborder les points importants. Déjà, on va partir de ce qu'est la e-santé. Et en réalité, la e-santé, on peut déjà créer deux catégories de produits. Ceux qui relèvent des dispositifs médicaux, mais aussi il y a aussi des solutions qui relèvent de la stratégie de produits de grande consommation. Ceux-ci, aujourd'hui, on va les laisser un peu de côté. En fait, c'est pas la même stratégie du tout à déployer, les mêmes enjeux. Dès lors qu'on rentre dans la catégorie du dispositif médical, on entre dans une stratégie sur un marché qui est régulé et qui est soumis à de nombreuses contraintes qu'on va essayer de balayer un petit peu. Mais en même temps, qu'il y a ses avantages, et on le verra aussi, parce que être remboursé, par exemple, sur une solution numérique, ça ouvre un marché et un business très intéressant, très solvable. Donc, on le verra. Alors, j'ai passé la main à Héloïse, parce que sur les aspects, dès lors qu'on est un dispositif médical, on rentre dans le partie réglementaire, puisqu'il faudra obtenir un marquage CE. Et cette partie réglementaire a beaucoup changé depuis l'année dernière, puisqu'il y a un nouveau règlement qui est apparu.
l'UE 2017-745, auquel il faut se conformer. Et une fois qu'on a bien mis les bases que notre dispositif est bien un dispositif médical d'après le règlement. Donc avec l'ancien règlement, les logiciels étaient la plupart sous une classe de risque de niveau 1. Mais avec ce nouveau règlement, les classes de logiciels s'éparpillent maintenant entre 4 classes différentes qui dépendent beaucoup des spécificités en fait, du dispositif. Et en fonction de la classe de risque, on peut aller d'une classe 1 à classe 3. Donc la plupart des dispositifs médicaux logiciels sont classés en classe 2A pour la plupart. Mais en fonction du risque qu'il y a pour le patient, on peut aboutir à une classe 3. Et pour tous les autres dispositifs qui ne correspondent pas, logiciels qui ne correspondent pas à ces 3 classes, classe 2A, classe 2B ou classe 3, on aboutira à une classe de risque de niveau 1. Ce qui n'engage pas les mêmes exigences, hein. Il y a des grosses différences d'exigences selon les classes de risque, donc, et en termes de réalisation. Et les exigences réglementaires sont beaucoup plus élevées si on a une classe 3 qu'une classe 1 pour notre dispositif médical. Bon, l'idée, c'est peut-être pas de les détailler ici, mais de toute façon, si vous avez des questions, on sera en mesure de vous aider à mieux comprendre ces aspects-là. Il y a aussi avec le règlement, ce qui est nouveau. Il y a de nouvelles conditions, donc un suivi clinique après commercialisation qui est maintenant nécessaire si des investigations cliniques ont été menées au préalable. Aussi un dossier d'aptitude à l'utilisation qui est obligatoire à fournir pour montrer l'ergonomie du dispositif, ce qui est essentiel pour les dispositifs médicaux de type logiciel. Voilà, du coup, pour l'objectif marquage CE, il faut préparer des dossiers, des démarches avec des données relativement complexes ou pas, et anticiper sur, une fois qu'on a le marquage CE, ce qu'on doit mettre en place en suivi une fois qu'on est sur le marché. Voilà sur les éléments principaux de ce qu'il faut retenir à ce stade, en fait, d'informations utiles pour vous. Ce qu'on vous propose, oui. Dans le domaine de l'e-santé, en fait, il y a différentes catégories de types de solutions. En fait, on a ce qu'on appelle par exemple les thérapies digitales. Souvent, on les voit identifiées sous le nom de DTX. Alors, celles-ci, si on les projette en fait en termes de positionnement sur le marché et surtout vis-à-vis du remboursement, elles entrent dans la catégorie des thérapies qui peuvent être remboursées pour chaque patient qui va l'utiliser et qui aura été prescrite par un médecin. Ce remboursement-là, en fait, c'est une inscription sur la liste des produits et prestations remboursés, au même titre, par exemple, qu'une prothèse de hanche ou un fauteuil roulant, qui font partie de cette grande catégorie de LPPR. Voilà. Donc, il y a quelques thérapies digitales qui sont remboursées ou qui visent au remboursement en France aujourd'hui. Cette voie est ouverte. Une autre catégorie dont on parle et qui est l'actualité aujourd'hui en France, c'est la télésurveillance. En fait. Donc, ce sont les solutions de télésurveillance qui vont pouvoir obtenir le remboursement sur le marché français. Alors, ça, c'est une actualité qui n'est pas encore complètement réglée réglementairement et juridiquement. Les négociations sont encore en cours, mais le décret d'application devrait sortir au cours de l'été. Il est en discussion, en révision. Après, il existe aussi aujourd'hui la possibilité de la télémédecine et de la téléconsultation qui est d'ailleurs remboursée. Voilà. Donc, vous pouvez, dans votre modèle d'affaires, intégrer ces modèles de remboursement. Voilà. Là, c'est déjà 3 catégories différentes, mais qui montrent en fait l'enjeu de ce financement sur le marché de la santé.
Après, il y a toute la catégorie aussi des robots, et on va y revenir, en fait, qui fait de la robotique ou des logiciels qui font partie aussi du financement possible par l'assurance maladie de cette activité avec des modèles d'affaires spécifiques. La question, voilà, qu'on commence à poser, en fait, c'est pourquoi axer ces efforts sur la partie remboursement? Kenzie, tu peux nous expliquer? Alors du coup, je vais vous aborder un peu plus pourquoi et quel est l'intérêt en fait de s'intéresser un peu plus au remboursement. Donc en fait, le remboursement, c'est pour vos solutions quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir le marché. Ça va vous permettre de l'ouvrir surtout aux prix qui seront les plus favorables possibles, avec la stratégie optimale, c'est-à-dire la stratégie qui vous fera gagner un maximum de temps, et en démontrant bien sûr la valeur de notre solution auprès de professionnels de santé. Parce que on le sait, en fait, la meilleure promotion qu'on peut faire pour une solution, c'est de la faire en fait directement auprès des professionnels de santé. Ça nous évite des pertes de temps, ça nous évite de nous avoir à démarcher divers professionnels. L'avantage du remboursement, c'est que ça permettra d'avoir une crédibilité qui sera accrue vis-à-vis de notre solution, parce qu'en fait, on aura du coup un intérêt de santé publique démontré, un intérêt du produit qui sera également démontré, une amélioration de service attendue qui sera suffisante pour obtenir le remboursement. Donc, on estime que le remboursement nous permet d'assurer ces paramètres-là et de valider en fait nos investigations cliniques par l'obtention de ce remboursement. Donc, ça va nous permettre, comme j'ai dit, une crédibilité accrue, mais ça va également nous permettre une recommandation de notre solution par les médecins une recommandation par un médecin vaut n'importe quelle promotion qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Et ça nous permet bien sûr la gratuité, la quasi-gratuité en tout cas de notre solution. Enfin, pour le développement réel de la stratégie Market Access, dans un premier temps, on préconise d'établir ce qu'on appelle un business model. Donc, en fait, un business model, ça va être une analyse de l'environnement à la fois de l'entreprise, mais aussi de l'environnement de la solution. Donc, dans l'environnement de l'entreprise, on va se poser des questions telles que qu'est-ce que l'entreprise est capable de réaliser, quels sont les partenaires de l'entreprise, quelles sont les ressources de l'entreprise, ce genre de questions-là. Ensuite, dans l'environnement de la solution en elle-même, on va se demander quelle est la population cible pour notre solution, quelles sont les voies de distribution qu'on va pouvoir avoir et quelles sont les solutions qui sont déjà sur le marché, les solutions avec lesquelles on pourra comparer notre solution. Dans le business model, on va également définir la valeur de notre produit. On va analyser notre produit d'une manière plus générale, mais ça va être l'objectif va être de déterminer sa valeur et on va identifier les différents coûts qui seront associés à notre produit. Ensuite, dans un deuxième temps, on va déterminer la meilleure voie de remboursement, car on verra par la suite qu'il existe différentes voies de remboursement. Enfin, on va déployer notre stratégie de Market Access. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans le vif du sujet du Market Access, avec une collecte des données nécessaires à notre stratégie, les différentes démarches à réaliser qu'on aura vues au préalable, les différents partenariats pour notre solution, et enfin les financements de notre solution. Et je vous laisse ça. Effectivement, voilà. Pour aborder le remboursement, vous voyez, ça se fait le plus tôt possible en fait, en appréhension globale en fait du sujet et en passant, voilà, en intégrant ça dans une stratégie d'entreprise avec différentes étapes. Le choix de la voie du remboursement en fait va être très lié aux spécificités du dispositif médical en question et des données qu'on aura aussi. Donc, il y a plusieurs voies possibles. On va d'abord aborder les voies de droit commun. Donc, il y a d'abord la voie principale, en fait, qui est la stratégie en nom de marque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que là, on demande le remboursement en nom commercial du produit. C'est-à-dire que la société, en fait, dépose son dossier à son titre personnel et l'obtention du remboursement sera pour son produit uniquement, qui sera spécifié d'ailleurs dans le décret publié. Voilà. Et à la différence de la ligne générique, parce qu'il existe ce modèle de remboursement, une ligne générique, en fait, c'est la description d'un produit avec un tarif qui est fixé, un tarif unique. Donc, un industriel, dès lors qu'il a un produit qui correspond à la description d'une ligne générique, peut se faire rembourser au tarif qui est désigné, mais en fait, il ne rentre pas dans une négociation de prix
à la différence d'une stratégie en nom de marque, où là, c'est l'industriel qui va proposer un prix dans le dossier qu'il déposera et qu'il va négocier avec le comité économique des produits de santé. Donc, vous voyez, c'est deux stratégies différentes. La stratégie de l'équivalence est un peu identique à la ligne générique. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la stratégie de nom de marque, ça se fait pour des produits plutôt innovants, c'est-à-dire qui n'ont pas d'équivalent déjà remboursé. Et les stratégies de ligne générique et d'équivalence, ce sont plutôt des solutions de MeToo, d'équivalence, ou voilà, de reproduction de choses qui existent déjà. Voilà les voies de droit commun, en fait, comment on peut les décrire assez simplement hein, à ce niveau. Mais il existe aussi des voies d'accès dérogatoires au remboursement, y compris pour les DM de e-santé. Alors, parmi ces voies dérogatoires qui ne sont pas des voies d'accès toujours directes au remboursement, mais qui sont des étapes préalables et intéressantes à exploiter, on pourra en rediscuter. Il y a déjà les expérimentations article 51. Donc, ces expérimentations, en fait, dans lesquelles peuvent s'insérer des solutions de technologie de e-santé ou autres, ces expérimentations doivent démontrer en fait une innovation organisationnelle, d'où l'intérêt d'avoir des solutions de e-santé parce que souvent elles ont une vraie valeur à apporter pour les solutions d'organisation de soins innovantes. En revanche, ces expérimentations se montent en partenariat. En fait, l'industriel ne peut pas présenter seul une expérimentation. Il y a une autre voie qui est celle de la prise en charge transitoire. C'est une voie au remboursement précoce récente. Il y a un seul dossier en fait qui bénéficie de cette prise en charge transitoire. Bon, ça correspond à des solutions qui adressent en fait un marché des pathologies graves, voire très graves. C'est très spécifique. Il y a une autre voie en fait qu'on appelle le forfait innovation. Alors là, c'est un accès au marché remboursé, très précoce, puisqu'on peut adresser le forfait innovation sans avoir le marquage CE, qui va servir à obtenir un remboursement pour le dispositif médical qui fait l'objet du forfait, mais qui engage en fait l'industriel à réaliser une étude clinique pivot qui sera évaluée par la Haute Autorité de Santé. Voilà. Donc, ces trois voies qui existent, très différentes. Le choix de ces voies dépend en fait du stade de développement, des enjeux, des moyens, des ressources du projet auquel il s'adresse. Donc voilà, il y a plusieurs solutions en France en fait pour accéder au marché. Reste à bien identifier laquelle est opportune en fonction des spécificités de la solution et de l'entreprise. En termes d'actualité, donc, il y a aussi plusieurs décrets en cours d'élaboration et donc qui vont ouvrir encore de nouvelles voies au remboursement. Donc, il y a ces ce fameux remboursement de la télésurveillance. Donc, ça, c'est à l'issue d'une expérimentation qui existe depuis 5 ans. Ça s'appelait le programme ETAP. Donc, pour 5 indications, il y avait des expérimentations en fait, de solutions numérique pour organiser différemment les soins et améliorer en fait le suivi des patients grâce à ces solutions numériques. Donc, ces expérimentations ont été relativement concluantes et là se discute actuellement le projet de décret pour entrer dans le droit commun le remboursement de la télésurveillance qui devrait advenir cet été, au moins pour les solutions en cours. Avec aussi une logique de stratégie de nom de marque et de ligne générique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec voilà, des spécificités, mais 2 voies dans cette voie de remboursement spécifique à la télésurveillance. J'espère que c'est assez clair pour vous. Il y a une autre voie au remboursement qui relève des actes professionnels associés à des dispositifs médicaux à usage des professionnels de santé.
Donc ça, c'est l'accès au financement pour des technologies de santé qui viennent équiper par exemple, les blocs opératoires, les laboratoires, qui sont utilisés dans la pratique professionnelle et donc qui sont financés à travers cette pratique, soit par les actes techniques qui sont codés avec des tarifs, soit par les GHS des établissements. Donc ça, c'est une voie très spécifique aussi, mais qui a un market access spécifique. Comme le temps est compté, en fait, on voulait déjà vous introduire ces notions-là et vous convaincre sans doute de réfléchir à une stratégie market access de votre produit, de votre solution numérique le plus tôt possible. Parce que si vous la démarrez le plus tôt possible, si vous maximisez vos chances d'un accès rapide et avec une valeur additionnelle certaine à votre produit. Et vraiment de réfléchir au modèle d'affaires en fait que vous allez déployer et à son prix. C'est quelque chose qui est très important de travailler le plus tôt possible, même si ça se discute très tard dans le processus. D'accord, merci beaucoup Christelle. Une première question peut-être, et puis en même temps on va laisser la parole donc à Éléonore et prendre transmettre le passage présentateur à Éléonore. Une question pour vous. En général, quels sont les délais et les coûts associés à la certification DM? Pour obtenir le marquage CE, c'est ça qu'on appelle sans doute la certification. En fait, les délais actuellement sont très longs et relativement complexes, en particulier pour les innovations. Malheureusement, pour des problématiques liées au nombre de dossiers en fait sur le marché aujourd'hui, en fait, et à la difficulté d'application de ce règlement. Voilà. Donc, on va dire, en étant optimiste, 1 an et demi, c'est de l'ordre, en fait, les témoignages qu'on peut avoir et les expériences qu'on peut avoir, c'est souvent de l'ordre de 2 ans. Et évidemment, ça dépend des dossiers aussi, hein. Comme vous l'avez vu, il y a une variation des types de dossiers avec un niveau de complexité très variable selon les classes de dispositifs médicaux. Donc, ce que je dis là est aussi à relativiser au cas par cas. Mais c'est de l'ordre, oui, il faut compter 2 ans de processus pour un classe 2B, par exemple. Ok, merci. Merci beaucoup, la présentation passionnante. Il y a d'autres questions, mais je vais m'arrêter là parce que le temps est compté et parce qu'il y a une session questions-réponses dédiée, donc à la fin de la présentation de Constellation. Donc, Éléonore, c'est à vous, on voit votre présentation. Oui, normalement. Est-ce que vous la voyez bien? Alors là, moi, je ne la vois plus, mais peut-être que c'est moi. Vous la voyez? Moi, là, je ne la vois. Je la voyais, je ne la vois plus. Ah, c'est bon. C'est parfait. C'est bon. Encore sauté. Bonjour. On la voit plus. Bonjour. On la voit plus. On la voit plus? On l'a vue 2 secondes et elle est repartie. Elle est là? Maintenant, oui. Parfait. Bonjour, alors je suis Éléonore Xaramzino, j'appartiens au cabinet Constellation Avocats. C'est un cabinet qui s'est créé en 2019 à Paris et à Sophia Antipolis et on accompagne en fait vos projets numériques avec une approche technico-juridique et des outils digitaux. Alors, je vais vous traiter des barrières réglementaires à l'accès au marché de la santé numérique et tout spécifiquement la nouvelle barrière, qu'on peut dire qui est une barrière, on ne sait pas si vraiment c'est une barrière, mais c'est un référencement sur mon espace santé, un enjeu de compliance by design et de sécurité by design. Et voilà. Et donc, ça ne marche plus. Aïe. Voilà, ça marche. Donc, le sommaire, je vous propose en fait de traiter ce sujet en répondant à cette question. Quel est l'enjeu du référencement dans mon espace santé? Quels sont les acteurs éligibles au référencement? Quelle est la procédure? Le référencement avec un échange de données, quelles sont les obligations?
les critères du référencement, un enjeu de compliance by design, quelles sont les conséquences sur la stratégie réglementaire du security by design, et next step, c'est un espace européen de santé, de données de santé. Alors, quel est l'enjeu? Première question, quel est l'enjeu de référencement sur le catalogue des services numériques de santé de mon espace santé? Les barrières réglementaires à l'entrée au marché de la santé, Christelle et Héloïse vous en ont parlé, c'est le marquage CE, c'est le règlement des dispositifs médicaux qui est entré en vigueur donc le 21 dans sa nouvelle version le 26 mai 2021. Le remboursement, le remboursement, Christelle vous en a parlé, et nous, on va vous parler en fait du référencement sur le catalogue de mon espace santé qui est nouveau et qui fait référence à la doctrine technique du numérique en santé. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que mon espace santé? Mon espace santé se constitue avec une messagerie sécurisée de santé, un agenda de santé, le dossier médical partagé, consultation et alimentation des documents ajoutés par l'usager ou ses professionnels de santé, alimentation et consultation par l'usager de son profil médical. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le catalogue de services numériques de santé. C'est un store des services référencés par la puissance publique. Alors, ils l'ont fait, ça y est, on a après le HDH, le Health Data Hub, on est passé à une deuxième plateforme puisque c'était dans ma santé 2022, dans la feuille de route de ma santé 2022, c'était d'établir une plateforme dans laquelle on pouvait en fait échanger des données de santé dans un espace sécurisé. Alors, pourquoi finalement s'astreindre? Vous verrez qu'il y a des exigences à respecter, notamment des exigences relatives à des référentiels qui sont de l'ANS. Eh bien, ces exigences, parce qu'on va vous permettre d'avoir une visibilité par tous les citoyens. Et deuxième enjeu, et qui me semble le plus intéressant, c'est bien un échange de données de santé dans un espace sécurisé on met en œuvre, et ça, il faut rendre hommage finalement à la DNS, qui a été portée et dont le projet a été porté par Léa Letourneau et de Dominique Pont, c'est de mettre en œuvre cet article 20 du RGPD qui nous donne la possibilité de porter nos données, et là, ils l'ont mis en œuvre sur les données de santé, dans un espace sécurisé et dans lequel le citoyen, le patient, reste le contrôleur des accès à ces données de santé. Alors en fait, quels sont les acteurs éligibles au référencement? Eh bien, si on passe un test d'éligibilité, et on va voir qu'en fait, c'est pratiquement tous les acteurs. Le domaine, il est très étendu. C'est un domaine sanitaire, santé et bien-être, médico-social ou social. Les acteurs, ça peut être des acteurs publics ou privés. Les solutions numériques, ça peut être des applications, du web, mobile, du web, reliées ou non à plusieurs objets connectés, gratuites ou payantes, des dispositifs médicaux ou non, et qui ont pour finalité la prévention, le diagnostic, le soin et le médico-social. Et pour l'usager, ça peut être un citoyen ou, si vous êtes malade, un patient. Donc, finalement, on voit que c'est un champ très large. Et pour finalement bénéficier de ce référencement dans mon espace santé, on va devoir créer un compte. On va créer un compte sur le portail Convergence. Alors, Convergence, là aussi, c'est remarquable. C'est un outil, un diagnostic. Alors, pour ceux qui font finalement de la compliance, les outils numériques pour identifier en fait les écarts de conformité, ça on sait, on le fait, et à l'issue d'un scoring, on pourra tracer sa feuille de route et son plan d'action priorisé. Et bien là, ce n'est plus nous, par exemple, nous au sein du cabinet Convergent, au sein du cabinet Constellation, on fabrique nos propres outils d'aide à déterminer le plan d'action pour évaluer la maturité de votre compliance, notamment au RGPD. Et bien là, ce qui est fantastique, c'est quand même c'est la puissance publique qui met à votre disposition donc cet outil. Vous rentrez, donc vous créez un compte, et là vous allez évaluer la maturation de la solution numérique par rapport à la doctrine technique du numérique. Et ce qui va être novateur, c'est qu'en fait vous allez l'outil va vous permettre en fait de créer votre propre stratégie réglementaire dans le catalogue des services numériques de santé et pour être référencé. Alors, quelle est finalement quelle est la procédure de référencement sur le catalogue de mon espace santé?
on a deux options. Soit vous êtes une solution numérique de santé qui ne va pas pour l'instant échanger des données de santé dans mon espace santé. Et là, vous avez des étapes qui sont en fait les étapes communes. En revanche, si vous avez vous êtes carrément interopérable avec le DMP notamment, ou avec vous pouvez échanger des données, c'est-à-dire écrire ou lire des données avec l'espace santé, eh bien, on va faire passer des tests techniques unitaires et des tests techniques de bout en bout de raccordement aux API. Mais première étape, création du compte sur le portail Convergence qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième étape, vous allez remplir un formulaire à la demande de référencement, signature de la convention de référencement et un dossier de demande de référencement. Et vous allez joindre en fait les réponses de votre diagnostic établi par l'outil Convergence à cette demande. Troisième étape, il y a une équipe en charge de l'évaluation, vérification de la recevabilité de la demande. En fait, c'est une analyse de recevabilité, c'est très administratif. Elle va vous demander si le dossier est complet. Vous pourrez alors être évalué, passer à la quatrième étape, c'est l'évaluation de la demande par le service d'évaluation. Là, il y a un rapport d'évaluation qui va être rédigé et qui va être communiqué à l'éditeur. Et vous aurez 2 mois pour répondre aux non-conformités et voir en fait comment vous allez, quelle est votre stratégie pour être totalement conforme à ces non-conformités. Enfin, répondre à ces exigences. Cinquième étape, l'avis de la commission de référencement qui va assurer la revue du rapport d'évaluation, et c'est une commission indépendante. Et elle peut rendre 3 avis, soit un avis défavorable, et alors là on est out, soit un avis favorable avec réserve, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas rempli tout à fait les non-conformités qui ont été identifiées au stade de l'évaluation à l'étape 4, et un avis favorable. La commission rend uniquement des avis. C'est le ministre de la Santé qui rend une décision qui autorise ou refuse le référencement dans mon espace santé. Et donc, il va y avoir une notification, si vous êtes très chanceux, vous allez avoir, et vous l'êtes, notification des décisions de référencement. Sixième étape, service référencé apparaît dans le catalogue de services de référencement de mon santé. Vous allez signer votre convention de référencement entre le ministre, le CNAM, les éditeurs, donc pour définir le rôle et les responsabilités des parties. Et puis, vous allez être référencé pour 1 an et puis pour 2 ans. Voilà. Alors, ce que je vous dis là, c'est à cette date, mais c'est une procédure qui va en fait être, qui au fil de l'eau va devoir évoluer en fonction au fil des retours d'expérience. Alors, le référencement avec échange de données, quelles sont les obligations? Parce qu'en fait, le véritable enjeu du référencement, c'est d'avoir accès à ces données de santé que vous ne pouvez pas avoir accès par ailleurs. Alors, chaque service pourra proposer des échanges de données liés aux spécificités de son fonctionnement dans les limites des API disponibles. En l'état actuel, les API disponibles sont les API d'appariement, connexion et consentement, les API d'agenda en lecture et en écriture. En lecture, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez lire les données qui sont dans l'usager de votre service numérique en santé et vous pouvez écrire dans son espace santé les données en fait. Et les API de mesure de santé en lecture et aussi en écriture, c'est une synchronisation ou la mise à jour des différentes mesures de santé, le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille, la tension artérielle, la glycémie, la température, la fréquence cardiaque et le niveau de douleur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est finalement cette possibilité de mettre en œuvre donc cette portabilité de données. La portabilité des données de santé, cependant, c'est toujours un traitement de données. Donc, en fait, vous ne pouvez avoir assez réutilisation de données uniquement dans une finalité qui a été déterminée. Par ailleurs, l'usager reste en fait le maître ou le contrôleur des accès. C'est lui qui c'est fondé sur le consentement et donc c'est lui qui va vous permettre ou non d'avoir accès à ces données et d'inscrire ou non les données que votre service va générer dans son espace santé. Et de notre côté, il pourra ouvrir ou non aux professionnels de santé, aux établissements de santé et partager ces données. Donc, ce qui est très novateur, c'est que pour vous, vous allez pouvoir réutiliser ces données en vue d'améliorer le service attendu. Et là, c'est quand même très, très fort ce qu'a fait mon espace santé.
Hop, on avance. Alors, les critères de référencement. Quel est l'enjeu de Compliant by Design? Eh bien, il y a 4 questionnaires de l'outil Convergence vont permettre d'évaluer le degré de maturité de compliance à la doctrine technique du numérique en santé et donc écrire votre plan d'action, votre trajectoire. Les 4 piliers, on les connaît, c'est l'urbanisation, l'interopérabilité, la sécurité du produit et l'éthique. Ces 4 piliers, ils apparaissent dans la doctrine technique du numérique en santé. Cette doctrine technique, c'est la Bible pour vous, éditeurs de solutions, de solutions numériques en santé. C'est une doctrine qui est chaque année, en fait, elle va être updatée chaque année, mise à jour chaque année. Et l'urbanisation, c'est-à-dire que l'État a construit les ponts, les routes. L'interopérabilité, alors c'était essentiel, ça c'est vraiment essentiel, vous devez être interopérable, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des référentiels, un référentiel technique pour faire en fait transiter vos données, et donc ça sera le cadre d'interopérabilité, mais aussi il y a l'interopérabilité sémantique, et ça c'est toute la terminologie de santé. Et puis la sécurité du produit et l'éthique. Et dans l'éthique, alors là, l'éthique, il y a la quantité, la qualité du contenu, et ça, la HAS avait été des recommandations, et on a repris les recommandations de la HAS. L'accessibilité au service, l'éthique de la transparence, l'intelligence artificielle et l'éthique du développement durable. Et là, il y a un éco-score qui vous sera demandé de remplir. Alors, ces critères, il y a 2 sortes de critères dans chaque bloc d'urbanisation, interopérabilité, sécurité et éthique. Il y a des critères obligatoires et pour lesquels ils sont obligatoires pour le référencement, et puis des critères optionnels qui ne sont pas en fait discriminants pour votre dossier de candidature. Il y a aussi des niveaux d'exigence dans les critères d'obligatoire. Alors, c'est des niveaux non applicables ou ce sont des niveaux acceptables. Et quel est le critère, le seuil minimum d'exigence pour le référencement? Pour les services avec échange de données. Alors, pour les services avec échange de données, on va aller un peu plus loin dans l'exigence parce qu'en fait, on est dans la donnée sensible et ce qu'on voudra, c'est obligatoirement dans le RGPD, on va avoir des mentions d'information obligatoires qui seront un peu plus précises que si vous ne faites pas de l'interopérabilité ou si vous n'échangez pas de données. Et puis, il y aura une ADP. Alors, l'ADP, c'est l'analyse d'impact pour la protection des données personnelles. Et en fait, elle est fondamentale parce que à partir du risque que votre solution va générer, vous devrez avoir en miroir des solutions des mesures de sécurité. Ce sont des mesures de sécurité qui sont organisationnelles ou techniques. Et puis, vous devrez fournir des éléments de preuve particuliers sur le volet sécurité et notamment sur le schéma d'architecture, la réponse urbanisée adaptée aux besoins sectoriels, la mise en place, si besoin, d'un hébergement de données HDS, certifié HDS. Alors là, c'est une obligation légale. Le suivi opérationnel de la sécurité, la gestion de la confidentialité, la disponibilité du service et le support et l'intégrité des données avec un accès auditable. Alors finalement, quelles sont les conséquences sur la stratégie réglementaire de sécurité by design? Quelles sont les exigences à intégrer au stade de la conception du DM, les nouvelles exigences à intégrer au stade de la conception du DM? Comme vous l'avez dit Christelle et Héloïse, le règlement sur les dispositifs médicaux, finalement, c'est applicable donc depuis le 26 mai 2021. Eh bien, pour le mettre en œuvre, on a besoin au minimum d'une norme ISO 13845 pour le SMQ, pour le système de management de la qualité, un ISO de 14971 pour la gestion des risques et parfois du 62304 aussi pour l'analyse des risques pour les dispositifs médicaux numériques, je parle, et donc les logiciels. Toute cette sécurité by design, vous êtes aguerri, vous savez comment elle marche, vous avez une sécurité, une gouvernance, un dossier de sécurité, une conception sécurisée, des identifications, authentification, la traçabilité, l'audit, le maintien en conditions de sécurité, la continuité d'activité et la télémaintenance. Eh bien, avec la doctrine technique du numérique en santé et dans un objectif de référencement, parce que finalement, il vous ouvre l'accès à des données que vous ne pouvez pas avoir, et c'est des données nulle part ailleurs, eh bien, il faudra réintégrer dans votre Security by Design
des exigences qui sont définies dans le référentiel de l'ANS et qui finalement recouvrent un peu la gouvernance et dossiers de sécurité dans ce même vocable, mais qui renvoie à des réalités un peu plus spécifiques. Donc, il y aura une charge réglementaire qui sera nécessaire et qui devra être prise au début, au commencement en fait de votre aventure dans le business plan. Alors, next step, eh bien, c'est l'espace européen des données de santé. Eh bien, c'est le projet présenté par la Commission européenne le 3 mai 2022. C'est relatif à l'espace européen de données de santé ou le European Health Data Space. L'objectif, c'est encadrer l'utilisation des données de santé au sein de l'Union. Les finalités, c'est continuité des soins, activités de recherche et d'innovation. C'est pareil que notre espace de santé à nous au niveau national. Le cadre, c'est parce qu'on va établir un cadre fiable, efficace, interopérable et sécurisé. Il y aura du respect du RGPD avec, bien évidemment, avec des exigences très, très importantes. Et puis, le citoyen a le pouvoir de contrôler pleinement leurs données afin de bénéficier de meilleurs soins de santé et dans l'ensemble de l'Union. En conclusion, finalement, tous les efforts que vous allez devoir faire pour être référencé sur mon espace santé au niveau national, eh bien, en fait, c'est une préfiguration de ce que vous allez faire au niveau européen. Merci. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Éléonore. On va passer à la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module donc questions à votre menu. Une première question peut-être, Éléonore. Vous y avez répondu, mais je vais la reposer quand même. Oui. Un service donc numérique qui ne ferait que consulter et récupérer des données depuis mon espace santé, est-il possible ou alors est-ce que ce service doit être obligatoirement un service qui dépose des données? Ah, alors, en fait, ce service numérique de santé, il va être référencé. Il va être référencé avec des tests d'interopérabilité il va générer des données et il aura une obligation en fait de ces données générées de demander à son utilisateur s'il veut les déposer dans mon espace de santé. Et l'utilisateur va accepter ou pas. En fait, il va accepter pour en fait les repartager avec ses professionnels de santé et donc améliorer son parcours de soins. Et d'un autre côté, l'utilisateur peut ou non, ça dépend, ouvrir son espace santé pour lui faire bénéficier d'une lecture. Donc, il y a un dépôt qui est en fait une obligation, qui va être une obligation. La lecture n'est pas une obligation. C'est toujours l'utilisateur qui décide, puisque c'est l'empowerment de l'utilisateur qui est le maître des accès, de l'ouverture des accès. D'accord, merci beaucoup. Une question pour Christelle? Oui. Donc, vous avez parlé longuement de la procédure de remboursement, des différentes étapes, des différentes solutions, configurations de solutions numériques, notamment pouvant candidater pour un remboursement. Concernant les robots chirurgicaux, et on en a dans la salle, parmi les auditeurs, nous avons quelques constructeurs, on va dire intégrateurs de robots chirurgicaux. Quelle est la procédure de remboursement pour ces robots chirurgicaux? Ça tombe bien, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille d'ailleurs en collaboration avec Éléonore, un groupe de travail, une task force en fait qui cherche à améliorer l'accès au marché pour ce type de technologie en fait et de dispositifs médicaux donc qui viennent équiper les blocs opératoires là, qui sont à usage, voilà, là en l'occurrence des chirurgiens. En fait, là, c'est le modèle d'affaires. C'est pas le remboursement que j'évoquais des DTX, par exemple, de la LPPR, le remboursement qu'on connaît le mieux. Là, en fait, il s'agit de chercher à être financé à travers le tarif d'un acte d'utilisation par le chirurgien de ce robot ou du financement par les groupes homogènes de séjour, en fait, qui financent les établissements pour le traitement des patients qui relèvent de cet épisode de soins. Voilà, donc le modèle, en fait, il s'explique comme ça. Le robot va être vendu à un établissement de santé
Et l'établissement de santé va amortir son achat, finalement, son investissement, par la récupération des sommes remboursées par l'assurance maladie dans l'utilisation, en fait, pour chaque patient par le professionnel chirurgien qui va coder des actes ou le GHS qui va financer l'intégration de ce robot dans son budget. Alors, c'est assez complexe. Et là, il y a une voie spécifique pour ce type de technologie. Alors, il y a la voie dérogatoire qui est possible. Voilà, et c'est celle du forfait innovation, par exemple, j'ai évoqué. Et il y a la voie de la prise en charge provisoire qui va consister à demander une évaluation du bénéfice de cette technologie, en fait, pour les patients et pour l'organisation des soins. Bon, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était une procédure très longue, soumise, sur lesquelles les industriels n'avaient pas la main. C'est sur quoi on travaille avec Léonore dans ce groupe de travail, justement, c'est à permettre aux industriels, aux fabricants de pouvoir en fait, faire cette demande, demander l'évaluation, demander la création d'actes associés à ces technologies pour permettre leur accès au marché, en tout cas sur le territoire national. Voilà, donc on travaille sur tout un ensemble de propositions et c'est en train d'évoluer. Il y a une volonté en fait des autorités françaises d'améliorer les choses et de le faire de façon de plus en plus transparente. Il y a une place pour ces technologies innovantes et qui puissent bénéficier aux patients. Voilà. Donc ça passe par de l'évaluation par la haute autorité de santé qui va voilà, qui sursaisine soit de la CNAM, soit des sociétés savantes et bientôt par les industriels. Et donc, il y aura une phase d'évaluation avant le passage en tarification de l'acte qui pourra être créé pour cette innovation technologique. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire parce que c'est assez complexe comme modèle. Est-ce que ça répond? Merci beaucoup, merci Christelle. On va passer peut-être à une question à Éléonore et je vais revenir vers vous Christelle. Vous avez parlé des différentes API disponibles et vous avez parlé également des professionnels de santé donc, qui déposent des documents dans mon espace santé. Donc la question est, existe-t-il une API pour accéder aux documents déjà déposés dans mon espace santé par un professionnel de santé? Oui. Existe-t-il une API? Oui, il y a l'API des documents parce qu'en fait, l'éditeur de solutions technologiques ne va pas aller, va aller dans mon espace de santé de son utilisateur. Son utilisateur va pouvoir ouvrir pour la documentation. C'est l'API qui est relative en fait. En fait, non, c'est l'API qui est relative aux mesures et les documentations, elle va venir ultérieurement. Voilà, je ne dis pas, oui, elle va venir ultérieurement, mais elle n'est pas encore prête sur les documentations. C'est simple, le document. Mais elle est en cours et c'est fondamental. Ça, c'est fondamental pour l'accès, enfin pour faire évoluer et pour donc améliorer le service rendu à l'utilisateur. Et ça, c'est du vocabulaire que Christelle connaît bien, c'est l'ASAP. Hein, et donc pour le remboursement. Et donc ça rejoint. Ok, merci beaucoup. Christelle, une autre question pour vous avec peut-être un business direct derrière, j'espère en tout cas pour vous. Est-ce que votre cabinet aide les sociétés à passer les certifications européennes 2017 2.745 avec l'objectif de mise sur le marché? Oui, on peut s'en occuper. Voilà. Je vais vous mettre en relation alors. Ok. Oui, une autre question pour vous, Christelle. Est-ce que toutes les aires thérapeutiques de la télésurveillance pourront être remboursées dans le droit commun du remboursement de la télésurveillance prévu pour juillet 2022? Est-ce que l'ensemble des aires thérapeutiques de la télésurveillance pourront être remboursées? Je ne suis pas certaine, là, à ce jour, que cela soit envisagé comme tel, en fait. Je ne suis même pas sûre que ça puisse sortir en juillet, en fait, le décret d'application. Comme je vous l'ai dit, en fait, ce projet de décret existe, en fait, mais il est en attente, en fait, là, du fait des élections. Il y a quand même une problématique, en fait, de pouvoir
avancer rapidement en fait sur ces sujets-là. Donc c'est la contrainte contextuelle. Néanmoins, ça a bien avancé sur le sujet. Hein. Là, il y a, donc on peut l'espérer assez rapidement, mais techniquement, je ne pense pas qu'en juillet, ça puisse être envisagé. Voilà, pour répondre très clairement. D'accord. Ok, eh bien écoutez, Pour rester optimiste, parce qu'il y a une volonté de toute façon d'aboutir hein, là-dessus. très bien. Ok, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Merci pour votre participation. Je rappelle que ce webtech sera en replay, donc début de semaine prochaine, sur notre page vidéo en replay, pôle-scs.org vidéo en replay. Je vous remercie. Je rappelle aussi que la prochaine rencontre en présentiel sera dans 10 jours, 10 jours exactement d'ailleurs, le 13 juin, sur le nouveau site Colbert de La Poste à Marseille pour une rencontre marché, donc comme celle sur la santé pour lequel je vous ai envoyé le lien de retour sur la rencontre marché de octobre dernier. Là, ce ne seront pas des acteurs de la santé, mais des acteurs de la logistique durable notamment, et logistique du commerce connecté qui seront présents et qui pourront débattre, échanger sur ce marché, cette filière très réglementée, très complexe aussi, peut-être pas autant que la santé, mais quand même très complexe, et pour lesquels différents acteurs de solutions innovantes échangeront sur les problématiques de logistique du dernier kilomètre, de e-commerce et stratégie omnicanal pour des e-commerçants, de digitalisation du fret logistique et de la supply chain, ou de l'innovation autour du fret portuaire. Donc très différent, mais une autre rencontre qui s'annonce passionnante. Donc encore merci en tout cas pour votre participation. Le prochain WebTech aura lieu le mois prochain, mais je ne peux pas vous dire exactement la date. Je pense que ce sera le 19 juillet, mais je n'en ai pas la certitude, donc je ne vous annonce rien. Encore merci pour votre intervention, votre expertise. Je vous envoie sans faute les coordonnées de la personne qui a posé la question sur votre expertise sur la certification européenne, Christelle. Et puis, à très bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.